forte mobilisation. Info TV n'a pas dérogé à la règle pour cet événement. Grandeur nature qui nous interpelle donc. Nous sommes donc dans ce studio pour l'émission spéciale. Nous allons tout simplement accompagner nos Lions indomptables cet après-midi pour la première sortie comptant donc pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes donc de plein pied dans cette cérémonie. Tout à l'heure, les Lions indomptables vont croiser le fer avec nos amis tout simplement qui nous viennent du côté la Guinée, ouais, tout simplement, puisque la Guinée, le nom Guinée est revenu à plusieurs reprises depuis hier. On a joué plusieurs Guinées. Aujourd'hui, les Lions indomptables ont également rendez-vous avec la Guinée. Et cette fois, c'est la Guinée-Conakry. Nous sommes bel et bien avec le Sili national de la Guinée qui va donc essayer de tenir tête aux Lions indomptables du Cameroun. Pour vous accompagner cet après-midi, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné d'un fort panel et également ma co-présentatrice qui est juste à mes côtés, Rosalie Guesselé. Si vous êtes avec moi, tout simplement, bonsoir. Oui, Thomas Dakandi, nous sommes ensemble pour cette première sortie de Lions indomptables du Cameroun. On le sait, c'est du côté de Yamoussoukro, notamment au stade Charles Konan Banni, que les Lions indomptables du Cameroun vont donc affronter l'équipe de la Guinée-Conakry. Il faut dire que le match est très attendu. On est un tout petit peu inquiet quand même avec la blessure d'Aboubacar Vincent, mais on sait quand même qu'en dehors d'Aboubacar Vincent, pas de son d'alerte négatif de ce côté-là. Avec notre panel bien constitué ce soir, on va décrypter cette rencontre, on va l'analyser et puis bien entendu on va vivre la rencontre avec les téléspectateurs d'Info Télévision. Il s'agit pour nous d'être au cœur de l'événement. Une fois qu'on l'a dit, on aura l'occasion d'éplucher de long en large cette rencontre. Et bien sûr, on le rappelle, entre-temps, les Lions de la Teranga qui sont dans la même poule C sont en train d'affronter la Gambie en ce moment et même au score, on aura sûrement l'occasion de dire un mot dessus. Si vous le permettez, je vais démarrer avec le premier invité, Casimir Mangué, qui est avec nous ce soir. Il est entraîneur de football. Il est également le Selcom de la CEF. Moi, j'aime souvent dire quand je prononce Selcom, j'ai le sourire. Bienvenue, Casimir. Merci coach, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager l'un des magnifiques plateaux de la République, Info TV. Je suis ravi d'être avec un panel assez riche et surtout bénéficier de la bénédiction d'une des précieuses créatures de la sainteté, à savoir Rosalie. Je me sens flatté. Bonne année, coach, et merci d'être là. Thomas Dakandi, pourquoi ton nom m'échappe ce soir? Qu'est-ce qui se passe? À côté de toi, surtout qu'il y a l'émotion dans l'air. Il est en rouge. T'as remarqué? Il est en rouge. Je vais l'annoncer puisqu'il est à côté de toi. Et puis tu vas terminer avec le troisième, bien sûr. C'est Patrick Bala. Le visage, vous le connaissez. C'est Monsieur Sport d'Info Télévision également. Il est journaliste ici. On va faire ce voyage ensemble cet après-midi. Merci Patrick d'être avec nous. Bienvenue. Merci Rosalie pour l'accueil, c'est un plateau festif, hein, à l'image bien sûr des Lions indomptables du Cameroun qui vont donner certainement du plaisir, du bonheur et du punch bien évidemment à nos téléspectateurs tout à l'heure pour cette rencontre, cette première sortie pour les Lions indomptables du Cameroun en terre ivoirienne. Là on va à la quête de ce trophée 40 ans après 1984, donc il faudra être d'attaque pour ce Cameroun, surtout que vous le savez. Les gros sont à mal à ce moment. On va en parler. Il ne faudrait pas que le Cameroun se retrouve dans la même situation. Alors, non, on ne va pas rentrer dans cette sauce, c'est pas possible. Ouais. Alors, à la suite de Patrick, ceci me donne la latitude de présenter notre dernier invité dans ce studio. C'est un coach, un entraîneur de football et nous fait toujours l'amitié de répondre présent à nos sollicitations. Il s'agit du coach Kenvo Lemvo qui est dans Lemdio Kenvo. Alors, attention. Alors, coach, vous allez comprendre et vous allez d'ailleurs m'excuser parce que là, c'est l'émotion. Nous sommes en plein dans la fête du ballon rond. C'est bel et bien la fête du ballon rond qui se déroule en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, coach Lemdio, vous avez certainement le bonsoir de tout le panel et nos téléspectateurs. Enchanté de partager le plateau en 2024 avec tout ce grand panel. Et je profite pour vous souhaiter bonne année. Je crois que s'il y a un seul parti politique au Cameroun content aujourd'hui, c'est l'UPC. Vous n'avez qu'à voir mon regard. Donc, nous souhaitons déjà bonne victoire des Lions indomptables ce soir. Moi, je suis un peu très optimiste par rapport à cela. Et je voudrais dire que ça, c'est l'ère des rénovations, des performances
au niveau de la télévision, au niveau d'une grande télévision comme la chaîne Info TV, et pour la nouvelle année qui démarre en beauté. Bonsoir à tous. Merci Coach Lemdio. Et si vous le voulez bien, hein, on va rentrer tout de suite dans cette émission. Avant de s'intéresser à l'équipe qui est en ce moment très attendue dans les coups de 18h, on va d'abord faire le récap de ce qui s'est passé depuis le début de cette CAN. Tout à fait. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de rencontres jusqu'ici. Le pays hôte qui a d'ailleurs ouvert le bal face aux petits poussets, comme vous pouvez le connaître, c'était la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui s'est donc inclinée à 0 but contre 2. C'était donc l'entrée en matière des éléphants de Côte d'Ivoire qui donnaient la leçon d'alerte pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui regroupe 24 pays, comme vous pouvez le constater. Et tous les 24 pays ne viennent pas en victimes résignées, ne viennent pas tout simplement se balader. Tous ces pays ont pour ambition de remporter cette trophée de cette édition et pourquoi pas rentrer dans les archives. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer avec d'autres rencontres qui ont suivi. On a vu le Nigeria qui est passé à la trappe tout simplement en se faisant donc contré d'entrée de jeu par la Guinée équatoriale, le Nigeria qui a été contré au partage de points par la Guinée équatoriale, dont on ne vendait pas cher la peau avant le début de cette rencontre. Score de la partie, 1 but partout. Par après, on a suivi la rencontre qui opposait les pharaons égyptiens à nos amis mozambicains. C'était une autre paire de manches également. De ce côté-là, on a vu un autre costaud du continent qui était en difficulté. Il a fallu ce penalty aux toutes dernières minutes de la partie pour que Mohamed Salah, le capitaine de la formation des pharaons, rétablisse l'équilibre entre Mozambicains et nos amis égyptiens. Donc de ce côté-là, pour terminer la soirée, pour boucler la soirée d'hier, ce sont nos amis ghanéens qui sont tombés donc les armes à la main, 1 but contre 2. C'était face au requin bleu du Cap-Vert. Voilà donc en quelque sorte les rencontres qui se sont déjà disputées jusque-là. Donc nous détenons les différents résultats. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez suivi l'entame de cette journée avec le derby qui oppose le Sénégal à nos amis vous avez dit la Gambie. Voilà. Donc les Gambiens qui sont au four au moulin en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, on va retenir que dans la poule A, pour l'instant, la Côte d'Ivoire tient le haut du pavé, bien sûr suivi du Cap-Vert. Et puis le Ghana. Ils sont dans la même poule. Là, c'est la Guinée et le Nigeria qui sont dans la même poule. Donc, suivi du Nigeria, de la Guinée et puis de la Guinée-Bissau. Oui, et bien entendu, l'Égypte et le Mozambique sont après le Cap-Vert qui tiennent la tête du classement de ce côté-là. Et le Ghana ferme la queue. Alors, c'est le bon? D'accord. Allez, on va donc s'intéresser un petit regard sur ces premières journées de façon globale. Coach Casimir Mangué, on a l'impression que les grands noms du continent ont du mal à rentrer dans cette compétition et se font sauver de justesse. On prend le cas de l'Égypte. Moi, j'appelle ce penalty le penalty de la VAR. Je ne sais pas pour vous, votre regard. Écoutez, certainement parce que ça échappe à beaucoup de personnes. Les débuts de compétition ont toujours été très difficiles pour les grandes nations de football. Je n'ai pas envie de vous citer le chapelet. Vous avez la récente Coupe du Monde où l'Argentine qui est finalement vainqueur final de ce trophée s'est fait surprendre au premier match. Vous avez le Cameroun ici à la CAN 2021, si mes souvenirs sont exacts. Donc, les grandes nations ont toujours des départs à l'allumage un peu manqués. Je ne suis pas surpris que le Nigeria ait eu de la peine, l'Égypte ait eu de la peine et que le Ghana ait eu de la peine parce que les grandes nations ont du mal ont des ratés à l'allumage. J'étais également un peu très dubitatif sur le classement entre la Guinée équatoriale et le Nigeria, même sur le plan alphabétique. Si on devait faire un classement de façon alphabétique, je crois que la Guinée équatoriale devait être devant le Nigeria. Toutes les deux nations ont chacune un point. J'ai eu du mal, j'ai même interrogé ça à la CAF, qu'on m'explique un peu pourquoi le Nigeria vient. Bon, je suppose que il me semble que c'est sur le plan historique, forcément. Mais je crois que c'est pas juste. C'est pas juste. Bon, parce qu'en réalité, si on veut comment on veut dire, si on veut promouvoir les autres nations, lorsque vous avez un petit enfant qui a le même niveau que votre aîné, vous semblez quand même soutenir votre petit enfant pour qu'il grandisse davantage. Et vous demandiez mon point de vue, je crois que
De façon globale. Davantage, ça confirmait qu'il y a plus de petites nations quand il s'agit des compétitions de grande envergure. Toutes ces équipes de petite envergure, selon les uns et les autres, ont démontré que le football, c'est la seule discipline collective où même le dernier est capable de faire mal au premier. Vous avez souvent vu avec Dame Coupe dans toutes les nations. Il y a un club qui sort du village, il vient battre quelqu'un qui est habitué à la compétition. Donc le football a démontré à travers les performances de ce début de compétition qu'on peut être petite nation, mais grande nation doit faire attention, comme disent nos frères ivoiriens, parce que le football, on n'est pas toujours capable de dire qui gagnera le match exactement, parce que la forme du jour peut vous amener, même avec une pléthore de grands joueurs, faire un match, j'allais dire, très difficile. Donc, je suis ravi que le football africain, à travers les nations dites petites, ait démontré que le football africain est en train d'avancer. Il faut dire, Patrick Bala, qu'on est un peu surpris, mais en même temps, on est ravi quand même qu'il n'y ait plus l'expression petite équipe depuis le début de cette CAN en Côte d'Ivoire. Tout le monde semble être parti pour être, surtout qu'on a ajouté 40% quand même sur la cagnotte en fin de compétition. Il y a de quoi donner les ailes à tout le monde finalement dans cette CAN en Côte d'Ivoire. Alors Rosalie, vous savez qu'au-delà de la cagnotte qui est un facteur de motivation pour les différentes nations qui abordent cette 34e édition, il y a également ce facteur que justement il n'y a plus de petites nations aujourd'hui. Les autres travaillent, les autres progressent, les autres essayent de mettre leur football à niveau. Il n'y a plus que je suis l'Égypte. D'ailleurs, vous avez vu l'Égypte. Ça l'a peiné, hein? Oui, ça a été compliqué. Et lorsque je vois justement ce penalty accordé à l'Égypte à la 96e minute et que la VAR se donne quand même le luxe. La VAR se donne quand même le luxe de ne pas montrer l'image en intégralité, parce que si l'image est montrée en intégralité, vous allez vous rendre compte que justement il y a une main avant la faute. Et lorsqu'on voit justement qu'il y a la main avant la faute, vous allez vous rendre compte que si la VAR avait montré l'image justement en intégralité, le penalty aurait été annulé. Ben écoutez, comme c'est l'Égypte, pharaon d'Égypte, avec 7 sacres, la meilleure nation dans notre continent, on a essayé quand même de masquer pour permettre que justement le Mozambique ne se retrouve en train de battre quand même. Mais c'est pas honnête aussi, quelque part. Oui, le Mozambique s'est préparé tout comme l'Égypte. Il faudrait que l'Égypte prenne conscience quand même que ça va là. J'ai vu une très belle équipe des Mambas du Mozambique face à cette équipe égyptienne. Moi, rappelez le Burkina Faso, la dernière fois face au Cameroun, qui nous avait traumatisé aussi. D'ailleurs, c'était le cas avec le Cap-Vert face au Ghana. Vous avez vu une très belle équipe du Cap-Vert. Personne ne peut dire ils ont mérité leur victoire. Oui, personne ne peut dire aujourd'hui que les Recoms bleus ont... voilà, que c'est une victoire volée face à cette équipe ghanéenne. Simplement qu'aujourd'hui, ça démontre qu'il faudrait faire très très attention. Le football africain a ses réalités. Et maintenant, vous avez des joueurs. Quand vous prenez par exemple, d'aucuns ont estimé que l'Égypte aujourd'hui est à 7 titres parce que... Mais il faut faire attention, l'Égypte a 70% de ses joueurs qui évoluent dans leur championnat, et qui connaissent mieux le championnat africain que les joueurs qui vont venir par exemple de l'étranger, qui pour certains ne vont pas véritablement mettre le pied, pour d'autres qui ne connaissent pas les réalités. Et donc quand vous vous retrouvez avec ces équipes, dites petites équipes, qui se retrouvent dans cette configuration-là, aujourd'hui, on a des équipes donc, comme le Nigeria qui peuvent se retrouver en difficulté face à des équipes de bas niveau. On a des équipes comme l'Égypte qui peuvent se retrouver justement en difficulté. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque équipe aujourd'hui a sa chance. Il faudrait juste croire en son talent et puis le reste se fera. Le coach Lemjo, toujours pour cette première analyse. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un renouvellement des valeurs en ce qui concerne le football africain, bien que certains nous viennent de l'étranger. Aujourd'hui, vous qui êtes technicien, certainement une première lecture par rapport à ces premières rencontres qui se sont disputées depuis hier, depuis, je vais dire samedi. Bon, après tout ce que vous venez de dire, ça prouve tout simplement que le football africain est en train de changer un peu. Il y a un renouvellement de valeurs et que le football africain prend déjà de l'ampleur. Et nous sommes en train de rivaliser déjà les Champions League ou bien les championnats UEFA et même au niveau Coupe du Monde. Heureusement, le président de la FIFA vit cela.
nous sommes partis de 8 équipes et à 16 équipes. Aujourd'hui, on a 24 équipes. Et n'oubliez pas que chaque pays africain avait soif de voir ils avaient soif de participer à ce championnat de football qui anime, qui regroupe tout, comme ça 24 pays africains. Bientôt, nous avons 54 nations, hein. L'Afrique seule. On se rapproche. Donc c'est pour dire donc, de plus en plus, on ne sait pas si ça va se limiter à 24 clubs. On pourra atteindre le niveau de 30 clubs et qu'on fasse partie, tous les Africains participent à cette fête parce que chaque pays aimerait jouer la Coupe du Monde. Et ça va permettre aux joueurs de s'affirmer. Aujourd'hui, quand vous voyez les favoris, bon, ce qu'on appelait favoris est tombé devant les moins favoris, les non favoris, je peux dire comme ça, c'est mental. Aujourd'hui, ça se joue plutôt au niveau psychologique. Quand je regarde tout ce qui se passe au stade, il y a des gens qui viennent avec un complexe de supériorité et qui sont surpris par l'opposition radicale de leurs adversaires. Or, d'autres petites, qu'on appelle petites nations, viennent avec l'engagement, avec le fighting spirit, ils viennent avec l'envie d'en découdre avec la partie. Vous avez vu comment l'Égypte court après l'égalisation. Vous avez vu le premier match, ce qui s'est passé, le Nigeria court après l'égalisation, après le but marqué. Donc c'est pour dire donc, quand les grandes équipes, ils ont péché parce qu'ils n'ont pas cru en leur potentialité. Trop de loupés, trop de buts marqués, trop d'anticipation dans le jeu, pas de finition dans le jeu offensif. Par exemple, l'équipe du Nigeria, les premières 20 minutes ont été très au profit de l'équipe nigériane, mais qui pêchait toujours. À ce niveau-là, est-ce qu'on ne va pas parler de sous-estimer l'adversaire quand on regarde le poids lourd qui est le Nigeria aujourd'hui avec la constellation des stars que vous pouvez imaginer? Est-ce que ce n'est pas une façon de minimiser l'adversaire? Vous savez que j'ai parlé, n'a plus autant de stars. Vous savez, j'ai parlé de l'emprise psychologique et mentale. Quand vous venez, vous pensez, parce que vous avez dans votre équipe le ballon d'or africain, et vous croyez grande nation par rapport aux autres qui n'ont jamais eu un seul petit trophée, c'est ça que vous trompez. Donc c'est ça qui a fait que le Nigeria a échoué, parce ils voulaient en découdre avec leur adversaire dès les premières 10 minutes. Mais ils ont pêché toujours par des déchets au niveau de la zone de finition. Bon, il faut reconnaître que le Nigeria de 2024 n'est pas le Nigeria qu'on a connu. On a vu Okocha dans les gradins presque péter un câble lorsque cette équipe jouait. On avait l'impression qu'il disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Patrick? Qu'est-ce qui se passe? Mais Rosalie, contrairement à l'analyse que vient de faire le coach Lemjo, lorsqu'on regarde les deux matchs qui se sont disputés, notamment l'Égypte, le Ghana et même le Nigeria, il n'y a pas un complexe de supériorité de ces équipes par rapport à leur adversaire. Simplement, il a pris l'exemple du Nigeria. Le Nigeria a un problème justement parce que offensivement, malheureusement, ils n'arrivent pas à scorer les occasions qu'ils ont eues. Ils n'ont pas de finisseurs. Voilà. Sauf que s'ils avaient eu des finisseurs, l'issue ne serait pas la même. Quand vous prenez la rencontre des Pharaons d'Égypte, les Pharaons d'Égypte ne sont pas venus jouer comme une équipe qui, parce qu'on a ces trophées et puis voilà. Non, ils sont venus véritablement jouer. Simplement, en face, ils ont trouvé une très belle opposition. Ils ont trouvé une équipe qui était... Oui, une équipe mozambicaine qui était bien organisée, qui était bien structurée. Vous avez vu les phases de transition de cette équipe mozambicaine. Rien ne se faisait au hasard. Vous avez vu, ça a été le cas avec le Ghana. Le Ghana, c'est quand même 4 sacres au niveau continental, derrière le Cameroun, qui en compte 5. Le Ghana n'a pas eu, justement, au-delà de sa constellation de stars, n'a pas eu une organisation qui lui permettait de justement désorganiser l'adversaire. Donc je pense également que au-delà, c'est peut-être le coach Casimir Mangué qui va mieux nous situer là. Les entraîneurs également travaillent. Réfléchissez, c'est pour ça qu'on parle de vidéo. C'est-à-dire que vous prenez la peine de regarder les matchs de vos adversaires, vous analysez les forces et les faiblesses de votre adversaire, et à travers ça, vous trouvez le moyen soit de procéder par contre, ou alors de procéder par attaque placée. Donc, je pense que les équipes ont aujourd'hui étudié
les techniques de grandes nations. Voilà. Et ça fait aujourd'hui que les grandes nations, si ces grandes nations n'arrivent pas à réajuster quelque chose, c'est normal qu'on retrouve des équipes comme le Cap-Vert qui arrive à battre notamment l'équipe du Ghana. D'abord, d'ailleurs, le Cap-Vert nous a battus ici au Cameroun. Bien sûr. Voilà. Mauvais souvenir. Alors, ce que je veux dire, Rosalie, c'est que c'est ça qui est précieux pour le football. Voyez-vous, grand-mère, si vous la mettez au stade, elle regarde un match, les premières personnes qu'elle va vite découvrir, c'est les très bons joueurs et les très mauvais joueurs. Les joueurs moyens, ça sera difficile, c'est très complexe. En réalité, il faut dire que les grandes nations qui sont aujourd'hui à la CAN sont constituées majoritairement des effectifs professionnels. Donc, le complet de supériorité, d'infériorité, ça n'existe pas chez eux. Il est question de relever ici l'état de forme du joueur à ce moment précis. Et en préambule des propos de Maestro tout à l'heure, il a fait allusion de quelque chose de pertinent. C'est-à-dire, lorsque vous avez en face, celles qui sont appelées petites équipes, elles semblent avoir beaucoup plus d'envie dans ce premier match. Je voudrais vous mettre au défi. Quand il restera 8 équipes, ces petites nations n'existeraient plus. Ça, rassurez-vous, au maximum une. La course de l'enfant. C'est peut-être très tôt le matin. Donc, il y a que lorsque vous avez ces nations qui ont l'avantage d'avoir des gamins qui sont ensemble depuis plusieurs années, sur le plan de la vie du groupe, ça devient un obstacle pour ceux dont les joueurs viennent d'horizons divers, le temps de mettre en place, le temps d'apprécier la compétition. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème de complexe d'infériorité, de supériorité. D'ailleurs, ils ont des psychologues qui leur disent, lorsque vous allez en compétition, évitez d'avoir un quelconque complexe. Parce que si vous venez avec un complexe d'infériorité, ça vous rattrapera. Si vous venez avec un complexe de supériorité, ça vous rattrapera. Donc, je crois tout simplement que c'est normal quand... Et ça, je l'ai dit en préambule de mes propos, les grandes nations ont du retard à l'allumage. En début de compétition, la majorité des grandes nations ont du mal. Et vous verrez, je l'ai déjà dit, plus la compétition sera en train d'avancer, les grands retrouveront leur place et les petits, les leurs. C'est de l'enthousiasme. Et ça, il faut le dire à nos téléspectateurs, l'enthousiasme n'est pas un acquis pendant les compétitions, c'est plutôt la maturité, la capacité à analyser, apprécier les situations au fur et à mesure. C'est comme votre petit gamin, quand vous allez le prendre à la maternelle, le mec, lui, il court, il ne veut pas savoir s'il y a une moto, une voiture. Mais le gars du lycée, quand il sort, l'universitaire, il manque un petit temps d'arrêt pour regarder s'il n'y a pas une voiture qui entre. Donc, l'enthousiasme n'est pas suffisant à la suite de la compétition. Il est bien en début et c'est la maturité finalement qui prend le dessus. Et d'ailleurs, coach, en une seconde, vous allez justement vous rendre compte que lors des grandes compétitions, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, les compétitions de l'UEFA, la Coupe du Monde, quelles sont les équipes qui sont généralement au dernier carré? Les mêmes. Voilà, c'est toujours les mêmes équipes. Habitués, à pourcentage très réduit, de peut-être 2%. Vous retrouverez peut-être une fois toutes les une nouvelle équipe comme ça a été le cas avec la Croatie, voilà, c'est généralement c'est les nouveaux. Allez, trêve de blablabla, on va parler du Cameroun parce que ce sont les Lions indomptables qui descendent dans l'arène ce soir. Thomas Dakar, on va planter le décor, on le rappelle, la Guinée-Conakry, c'est 13 confrontations avec les Lions indomptables du Cameroun. 3 victoires pour la Guinée, 5 pour le Cameroun et 5 matchs nuls. Il faut dire que sur le papier, le Cameroun va avantageux, mais d'après les dernières statistiques, avec les dernières défaites des Lions indomptables, et surtout ce qu'on a vécu depuis l'entame de cette compétition. Il faut dire que de ce côté, ça joue véritablement avec ces néophytes, si je me permets l'expression, les néophytes qui viennent peut-être pour la première fois ou alors qui sont à leur début, qui n'ont pas tellement participé à cette compétition-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas sombrer, il ne faut pas surtout tomber dans cette naïveté parce que les Lions indomptables, aujourd'hui, tout le peuple camerounais a les yeux figés ou alors tout simplement les yeux rivés du côté du stade Charles Konambani où tout à l'heure, dans moins d'une heure de temps, les Lions vont descendre dans l'arène pour affronter cette équipe guinéenne, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons dire, avec la permission des techniciens qui sont sur ce plateau, essayer d'analyser le 11 entrant qui est déjà disponible, le 11 entrant qui a été publié il y a quelques instants. Nous allons donc donner la latitude au coach, peut-être le coach
Avec l'aide de notre réalisation, on va d'abord la fiche qui va nous permettre de découvrir le 11 entrants de ce soir. Donc le 11 entrants est constitué, donc Rosalie, si vous me permettez. Bien sûr, je vous le permets, Déjà dans les buts, nous avons Fabrice Ondouam, nous avons dans l'axe défensif Harold Mokoudi et Christophe Wu. Sur les flancs, nous avons Darlene Yongwam. De l'autre côté, Castelletto Jean-Charles, Zambouanguissa, Olivier Kemen, Olivier Ncham constituent la charnière du milieu de terrain. Nous avons à la pointe d'attaque, ils sont également 3. Nous avons Koudou Kevin, nous avons Karl Toko Ekambi qui fixe, et enfin Franck Magri qui va évoluer sur le flanc droit. Voilà donc les 11 entrants proposés cet après-midi par le sélectionneur, le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, à la personne de Rigobert Sombahanak, qui a tout simplement confirmé hier lors de la conférence de presse qu'il avait déjà son équipe type. Je pense que c'est celle-ci qui va donc démarrer les hostilités. Avec votre permission, coach Mbangue, voilà, le coach Lemjo, avec votre permission, nous allons essayer de comprendre, puisque la préparation s'est étendue au-delà de 15 jours. Les joueurs ont quand même eu la faculté de pouvoir dessiner tout ce qu'ils savaient faire tout au long de cette préparation. Avec votre concours, est-ce qu'on peut analyser compartiment par compartiment? Sont-ils des meilleurs, ceux qui ont été appelés pour démarrer cette partie cet après-midi? Peut-être on va s'accorder, hein. On démarre peut-être par l'arrière. Oui, tout simplement. La défense, on commence par la défense. Ouais. On fait le tour et puis on va aller au milieu, ainsi de suite. C'est peut-être mieux pour nous tous. Voilà. Je voudrais déjà dire que... Sauf si vous voulez qu'on vous aide, en quoi vous vous rappelez qui est derrière. Hein. Non. Bon, déjà, on sait que c'est Fabrice Ondoa qui est dans les gauches. J'ai envie de faire le... C'est lui que moi j'attendais. Bon, pour le reste, je ne suis pas là pour les polémiques, mais j'attendais Fabrice Ondoa, je suis servi. Allez-y. Vous savez, je suis parmi ceux qui... j'ai lutté longtemps pour faire venir, pour que Fabrice Ondoa revienne dans notre sélection nationale. Et depuis l'arrivée de son banner. Bon, au niveau des buts, nous n'avons pas de problème. Ouais. Nous avons confiance. Tous les Camerounais, même ceux qui ne vont jamais au stade, connaissent ce nom. Ouais. Dès qu'ils vont entendre que Fabrice Ondoa est au goal, ils vont déjà s'assurer qu'on a la victoire. Mais ce n'est pas le Fabrice Ondoa de 2017, mais ouais, nous avons toujours espoir qu'il a toujours ce même réflexe que nous avons l'habitude de voir. Mais au niveau de l'axe défensif, c'est-à-dire que Castelletto, c'est le même couloir droit et gauche. Je vais faire d'abord une lecture superficielle. Il y a plusieurs nouveaux dans notre sélection nationale. Et l'équipe est complètement rajeunie en termes d'âge, en termes de talent. Parce que moi, je peux dire qu'il y a comme si c'était un renouvellement de valeur. Parce que quand vous voyez l'âge minimum de nos joueurs qui sont alignés... C'est 17 ans. Voilà, c'est 17 ans. Quand vous avez 17 ans, ça veut dire que les joueurs peuvent jouer au-delà de 120 minutes et produire des résultats. Et ils sont en parfaite santé. Il n'y a pas de cas de maladie sur ceux qu'on a alignés aujourd'hui. C'est pour ça que nous avions dit que son banner était en train de faire un bon travail. Moi, je n'ai pas de problème au niveau de Mokoudi. Il faut seulement qu'il y ait complémentarité, qu'il y ait dialogue entre le stopper et le libéraux. De temps en temps, pour qu'ils ne soient pas sur la même ligne au moment de ce qui arrive très souvent. C'est ce qui arrive très souvent. Donc je pense que Rigobert doit avoir donné des consignes là-dessus. Au milieu de terrain... Non, on va arriver au milieu. Vous allez finir avec la défense, respirer. Voilà. On va reprendre le regard de Patrick Bala et puis on va terminer avec le coach Casimir sur la question. Alors, Pat, toi tu vois comment avec cette charnière arrière, on est rassuré. C'est vrai que beaucoup attendaient Onana, mais on peut comprendre quand même que c'est un risque que le coach n'a pas voulu courir aujourd'hui. On lui permet de s'acclimater. Pour l'instant, on démarre avec celui qui était le mieux indiqué quand même parmi les 3 gardiens qui restaient sur le banc de touche, Fabrice Ondoa. Je pense que vous avez recadré également les choses parce que s'il fallait également prendre la réaction bien sûr du coach Lemjo qui nous a fait comprendre que
Vous savez, moi j'ai cette manie du journaliste d'être très attentif à ce que mes co-panélistes disent. Quand le coach Lemjo dit qu'avec Ondoa on n'est plus rassuré, ça peut prêter à confusion. Donc Ondoa est là parce qu'il doit être là. Onana est arrivé en retard. Onana est arrivé aux alentours de 14 Je disais tantôt que les polémiques ne nous servent à rien aujourd'hui. Hein. La bataille, non, ça ne va pas finir. Hein. Non, c'était c'est Fabrice Ondoa qui est dans les il faut que je rappelle à Patrick Balaka, même si c'était le meilleur entraîneur du monde entier, et qu'il a lié Onana aujourd'hui au goal, c'était une bêtise. Voilà. Il faut préserver les acquis. Voilà. Un enfant qui vient d'arriver, tu le mets au goal, s'il perd le match, sa carrière professionnelle est tout foutu en l'air. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est préparé, il est entré dans un processus, il est entré dans un système de jeu que vous avez mis sur place, vous venez introduire quelqu'un qui vient d'arriver. On ne dit pas qu'il n'est pas le meilleur gardien du monde, mais il faut préserver sa valeur et son intégrité. Ne pas l'exposer à un match aussi capital. Si on parvient à perdre, c'est la valeur d'un D'accord, merci. Donc moi je voulais tout simplement. Je pense que bon, vous avez recadré votre. Je ne le recadrais pas. Non. Moi j'attendais à vous entendre parler tout à l'heure là, nous sommes quand même des Camerounais qui doivent impulser une nouvelle dynamique au sein des Lions Indomptables, c'est-à-dire à travers dans ce cas, il fallait prendre à travers nos voix, on peut communiquer, on peut dire tout haut ce que les Camerounais pensent. Voilà. Donc, de toute façon, la bataille Ondoa, ça donne et nous on n'en veut plus. Aujourd'hui, on a Fabrice, on a Ce que je veux dire, c'est que dans la logique, nous sommes tous d'accord. Voilà. Nul n'est indispensable. Tout le monde défend le vert ou jaune. Dans le contexte actuel, celui qui est à même capable justement d'être dans les cages des Lions Indomptables du Cameroun en tant que deuxième gardien, c'est Fabrice Ondoa. Voilà. Nous sommes tous d'accord. Maintenant, j'ai un petit souci avec l'axe central, même si au niveau corrélation, ça peut donner parce que vous avez quelqu'un qui semble être... qui pèse, qui est Moukoudi, et quelqu'un qui est plus rapide, qui est Christopher Wu. Mais maintenant, est-ce que les deux ont une complémentarité? Parce que généralement, lors des derniers matchs, on a par exemple vu Oumar Gonzalez. Il se marche dessus. On a vu Oumar Gonzalez qui était parfois associé à Moukoudi, parfois à Wu. Donc, on n'a pas eu cet axe central de façon générale dans les matchs de préparation. Castelletto, c'est vrai, il a commencé à être préparé sur le côté droit. Mais ma question est de savoir, lorsque vous prenez Castelletto, justement, qui est un défenseur central, vous le mettez à droite, alors que vous avez amené pas moins de 3 latéraux droit. Il y a Chamadou, il y a Enzo qui peuvent évoluer à ce niveau. Est-ce qu'au niveau du discours, bon, nous ne sommes pas dans la tanière, est-ce qu'au niveau du discours, Rigobert sont à causer avec ces personnes? Parce que ça peut créer également des frustrations. Maintenant, à gauche, on n'a pas de problème. Nous sommes tous d'accord que Darling Gamoni Yongwa mérite occuper ce flanc. D'accord. Coach Casimir Mangwe, votre regard de cette charnière arrière des Lions Indomptables pour ce soir? Comme consultant, entraîneur ou comme spectateur? Tout mélangé. J'ai beaucoup entendu, je vais commencer par le gardien de but. Rosalie, c'est un poste spécifique. Il est rare de trouver un garçon qui est gardien de but à moins de 18 ans. C'est 1%. C'est un poste spécifique. D'ailleurs, jusqu'à présent en football, le seul compartiment où il y a quelqu'un qui travaille spécialement pour un individu, c'est le poste de gardien de but, c'est clair. C'est un poste à forte personnalité. Et vous regardez le passé, on vous dira toujours, il y a des gardiens qui ont de la réussite, qui ne sont pas spectaculaires, et il y a des garçons qui sont spectaculaires, mais qui n'ont pas de la réussite. C'est vrai. Je pense, et ce sont les propos là où il a chuté qui m'ont intéressé, parce que au regard de la circonstance, le gardien indiqué à ce moment précis, c'est Fabrice Ondoa. C'est Fabrice, qui est un gardien de réussite et qui peut peut-être se souvenir de ce qu'il a produit en 2017 et qui peut également pallier lorsque André est indisponible. Et c'est un garçon qui a, comment on va dire, une attitude dans le vestiaire qui suscite beaucoup d'admiration pour ses partenaires et qui ne met pas mal à l'aise ses défenseurs lorsque ces défenseurs se sont loupés. Ça, militer pour qu'ils soient là. Maintenant, vous parlez de la défense. Et c'est intéressant. Je crois que c'est la raison pour nous d'être sur le plateau. Un entraîneur
façonne le jeu de son équipe en fonction de lui-même et de ce qui se propose devant lui. Quand vous prenez l'attaque adverse, vous verrez un garçon là-bas qui culmine 1,80-92, quelque chose de ce genre. Et quand vous regardez toute la défense camerounaise, j'avais pas envie de citer le nom pour ne pas vous embarrasser, heureusement que vous savez de qui il s'agit. Guirassy n'est pas titulaire. Écoutez, donc, sur le plan de l'envergure, l'attaque guinéenne dans l'ensemble, sur le plan de l'envergure, a de la hauteur. Et il fallait quelqu'un... C'est le petit Moriba comme là-bas, il va se ranger, il ne faut pas... Voilà, donc non plus, il fallait mettre quelqu'un sur le plan de l'envergure pourrait mettre de l'impact pour fragiliser légèrement l'attaquant ou les attaquants qui se présenteraient. Et Harold est dans ce profil. Donc les entraîneurs ont misé sur ça et ont mis à côté de lui un garçon qui peut tout de suite, au niveau des défenses poursuites, c'est-à-dire se mettre à courir derrière le défenseur, celui qui peut pallier à ça, donc c'est de la complémentarité. Il y a un qui est très intéressant pour la bataille et un qui est intelligent, qui a la capacité également de sortir le ballon au pied. Et je m'attendais à ce que certains panélistes se plaignent du fait que Daline ait marqué un but parce que j'ai entendu les pleurs, parce que Jean-Charles est à droite. Mais non, même les Canaries depuis 2 mois à Nantes, il a plusieurs fois d'ailleurs retrouvé curieusement beaucoup d'aptitude en jouant à ce poste de défenseur excentré droit. Et puis le football moderne aujourd'hui, il est tel polyvalence. Oui, et c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que lui, il peut avoir ce réflexe involontaire de venir densifier la défense centrale parce qu'il a l'habitude d'être là. Certainement, dans ce match, on voulait d'abord avoir des joueurs qui peuvent défensivement être prêts. Et on a 3 en dehors de la ligne qui offensivement est extraordinaire. Parce qu'en marquant son but contre la Zambie, je croyais que les gens allaient être mécontents parce que le jour contre la Zambie, on l'a placé comme attaquant. Pourtant, attaquant. Je parle d'attaquant. Parce qu'attaquant, c'est ceux qui sont proches de la zone de finition et la zone de déséquilibre, la zone de finition. Donc, les entraîneurs choisissent les joueurs en fonction de certaines priorités. Et quand vous regardez cette équipe du Cameroun, dans le milieu du terrain, on va y arriver. Justement, on peut enchaîner puisqu'on est avec vous. C'est une triangulation offensive parce qu'il y a une pointe arrière. Ça veut dire que le Cameroun risque de temps en temps se retrouver devant avec minimum 5 joueurs. Si, un système modulable. Oui, bien sûr. Et puis, quand vous regardez cette configuration, les individus qui s'y trouvent sont des individus capables de faire le box-to-box. Olivier peut tout de suite, dans la projection offensive, se retrouver dans la zone de déséquilibre de finition. Olivier Ncham, Olivier Kemen également. Et puis, André Franck. Tous ces trois, quand ils vont s'appeler sur la pelouse, Olivier, voilà. Ils ne vont pas se retourner au même moment. Bon, je le crois, ils se connaissent suffisamment. Donc, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir 3 milieux du terrain qui peuvent faire le box-to-box. À condition que Anguissa ne passe pas son temps à soulever ses pieds pour avoir peur du champion. Non, écoutez, ou à se trouver sur le sol, parce que j'ai un problème personnel avec lui, avec cette affaire. Je sais que Rose, elle dit comme elle pense. Voilà. Mais André, aujourd'hui, il a encore une autre responsabilité. Le petit papillon qu'il aura ici sur le bras gauche peut l'amener également. Et quand vous regardez la configuration, il est dans une zone où il est plus à l'aise dans son club en Italie. Il est un peu presque sur la ligne médiane et même presque dans le camp. Et il se sent à l'aise quand il est là. Parce qu'il y a quelqu'un qui va faire la bataille derrière lui et même qui pourrait l'aider encore, c'est Olivier Ncham. Donc c'est un milieu du terrain très équilibré. Et ce qui est intéressant, c'est la première fois, bon c'est vrai c'est la deuxième parce que contre la Zambie c'était la même chose, c'est l'une des fois où le Cameroun va se retrouver avec un milieu de terrain où les 3 peuvent faire le box-to-box. Ils peuvent être présents en situation d'attaque, ils peuvent être présents en situation défensive. Dans la bataille du milieu du terrain, je crois que le staff camerounais a bien réfléchi de mettre des hommes qui aiment d'abord bien batailler et qui savent se projeter vers l'avant. Bon, heureusement que c'est vous qui voyez la bataille d'Anguissa. Parce que moi, je vous dis que... moi, je vous dis, sans être fanatique,
que très souvent, quand il veut jouer avec l'équipe nationale, il a du mal à mettre du pied. Comme on dit souvent. Maintenant, il va mettre 3 pieds parce qu'il a le faudrait qu'il mette même 5 pieds. Quand il joue à l'équipe nationale, vous voulez dire? Mais vous ne voyez pas Thomas Dacker. On voit tous quand même les matchs. Il a cette habitude et on espère que pour cette CAN, nous, on veut les 40% qu'on a ajouté. Même si on ne va rien faire avec au Cameroun après. Mais qu'on aille d'abord prendre. Mais certainement, mais je voudrais aussi ajouter quelque chose. Bien sûr. Que là, vous voyez, les techniciens sont en train d'analyser, puisqu'ils comprennent un peu le système de jeu mis en place par le sélectionneur, je vais dire le manager sélectionneur Hubert-Son. Et son staff. Et son staff, oui. Il n'est pas seul. C'est tout un collège d'entraîneurs réunis là-bas qui est là, on en est au milieu du terrain. Aujourd'hui, nous sommes donc en train d'épiloguer sur ces 11 entrants. Ces 11 entrants qui, pour certains, sont un peu, comment je vais dire, pour certains, ils ne croient pas en ces 11 entrants. Ces 11 entrants ne fait pas encore l'unanimité. Il faut attendre le résultat sur le terrain. Donc, ceci me donne l'attitude d'aller vers le coach Lemjo, parce que le coach Lemjo, qui avait tendance à vouloir aller un peu plus vite en besoin, c'est-à-dire parler du milieu de terrain. Aujourd'hui, nous sommes donc bel et bien plongés au cœur du milieu de terrain. C'est là où tout le football se joue, comme je vais dire personnellement, avec ces milieux de terrain, la bataille du milieu de terrain. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants lors de votre précédente prise de parole. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez l'issue des 3? En fait, tout simplement, comment est-ce que vous voyez la composition au niveau du milieu de terrain? Bien. Kazmi a parlé d'un milieu de terrain triangulaire. Alors, c'est ce qui en ressort. Quand vous voyez le dispositif des joueurs de Sambana, un peu en retrait, les deux milieux latéraux excentrés vont d'abord jouer comme des milieux de couloir pour renforcer le milieu de terrain en cas d'attaque. Et même en cas de, dans les positions défensives, ils vont revenir faire un système d'entonnoir au milieu de terrain. Vous avez déjà ces dessiné là. C'est pour permettre à l'adversaire de bloquer le jeu de l'adversaire sur le côté et pour qu'il puisse récupérer le ballon facilement. Mais moi je dis, quand je vois Zambo Anguissa, qui est, s'il a changé son jeu, parce que dans Naples, lui-même il avait dit que dans Naples, ce n'est pas l'équipe nationale. Là-bas, il a d'autres coéquipiers qui posent... Vous voulez déjà justifier quoi sur... Non, je voudrais dire que Zambo doit éviter de faire trop de passes-retour, doit éviter de ramener le jeu vers l'arrière, et que Olivier Cham, moi je n'ai jamais... Bon, c'est déjà fait. Il y a des joueurs que moi je n'ai pas... Vous auriez préféré quelqu'un d'autre à la place? J'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais c'est fait, mais j'ai confiance en lui. Il a marqué son premier but à l'équipe nationale dernièrement, depuis qu'il vient en sélection. Olivier Kemen, encore, moi je ne sais pas s'il est dans sa forme totale, parce qu'on a parlé des problèmes d'infirmerie aussi dernièrement avec Olivier Kemen. La Zambie. Voilà. Mais je dis donc, moi je dis, vous avez dit que c'est des gars, Kazmi le disait, qui sont capables de créer des surprises au niveau du milieu de terrain. Mais moi je dis, il faut qu'ils s'organisent bien. Parce que c'est là d'où vient souvent le problème dans notre axe central. Les gens ne se comprennent pas, ils suivent le ballon, ils ne savent pas, parce que c'est une zone dangereuse où il faut empêcher l'adversaire de poser le ballon. Et c'est la zone de construction de jeu aussi. S'il n'arrive pas à construire le jeu, aider nos milieux de couloir gauche et droit et l'avant-centre, on ne peut pas jouer. Donc, le football camerounais doit commencer par être construit par ce genre-là. Mais je dis, il y a un joueur qui, pour moi, n'est pas là, mais je dis... Lequel? Il n'est pas là, il n'est pas appelé dans la liste. Ah, il n'est même pas dans la liste. Il n'est même pas dans la liste. Mais je dis... S'il était même dans les 27, on aurait pu discuter. Mais j'ai confiance quand même. Il y a un garçon comme Kemen et Zambo Anguissa. Voilà les deux joueurs en qui je peux quand même, au vu des performances... Mais Cham, vous avez des doutes? Oui, Cham, j'ai un peu de doutes parce que Cham est beaucoup plus défensif. Non, je suis désolé. Oui. Si Jean-Claude le permet. Oui, attention, quand vous regardez même la configuration, regardez suffisamment attentivement la configuration, et même pour ceux qui s'inquiétaient de ce que pourrait produire André, Franck, rien que la zone là où il est situé, ça lui impose une façon d'agir. Il est un peu là dans son registre
de Naples. Et si généralement il a souvent latéralisé le jeu, parce que il est régulièrement soit dans la zone de conservation, soit dans la zone de progression. Et quand il est dans ces zones-là, c'est de façon involontaire. Mais il est dans une zone où, de façon involontaire, il est obligé de se projeter vers l'avant, parce que c'est proche, lorsque, rarement, quoi qu'on dise, je ne l'ai jamais vu à 35 mètres de but adverse recommencer. Non, ça le fait. Oui, c'est à partir de notre moitié du terrain, c'est-à-dire la zone de progression. Parce que dans l'équipe nationale du Cameroun, il est beaucoup plus présent dans la zone de conservation, la zone de progression, c'est-à-dire 30 à 35 mètres de nos buts. Et là, il sera beaucoup plus porté vers le camp adverse. Et on a l'impression que Ribéry voudrait une attaque s'il y a un garçon qui a cette aisance technique dans notre milieu du terrain, il en fait partie. Techniquement, je pense, il a des outils. Je crois que c'est plutôt sur le plan de sa rigueur défensive. Vous voyez, et c'est normal, parce que le joueur ne peut pas avoir tous ces éléments-là. Vous avez des garçons qui sont techniquement bien, mais sur le plan de l'agressivité, et ça c'est mental, ils ne le sont pas. Voilà, donc je pense que je voulais juste dire que Olivier, dans la capacité, au niveau de la technique individuelle, il a des bonnes aptitudes. Je crois d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis plus en retrait qu'Olivier Kemen, qui lui, techniquement, n'est pas véritablement ça, mais au niveau de l'activité, du volume d'activité, il a un cardio extraordinaire. Je crois que c'est un garçon qui doit faire entre 16 et 17 paliers avec... c'est les cardio là dont on a de toute façon, ce qui est intéressant, qui peut permettre à Zambo de ne pas trop rentrer et jouer défensivement, c'est les deux latéraux. Il y a Yongwa qui pratique... bon, s'il fallait jouer en 3-5-2, c'est des gars qui sont capables de monter et revenir. Et il y a Castelletto qui vont créer une transition rapide entre ces deux joueurs-là pour les bousculer, pour qu'ils puissent plutôt rentrer. C'est pour ça qu'ils sont à penser à cette deux-là dans les extrêmes. Oui, justement, ils peuvent équilibrer pour que le milieu de terrain soit beaucoup plus offensif. Parce qu'en principe, au match d'aujourd'hui, notre équipe doit jouer beaucoup plus offensive. J'ai beaucoup apprécié quand le réalisateur a posé ce schéma, parce que si vous avez regardé, vous allez vous rendre compte que de façon permanente, le Cameroun risque de se retrouver. Regardez, quand vous regardez, on a comme l'impression que le Cameroun joue avec 2, 4, 6 joueurs avancés. Oui, justement. Voilà. C'est pourquoi je parlais d'un système de jeu modulable. D'une manière comme d'une autre, ça va se jouer. À partir du dispositif. À partir du dispositif, on le voit. Vous pouvez avoir une idée de comment une équipe va se projeter offensivement et défensivement. Or, si on avait fait un dispositif linéaire, imaginez, on avait eu André Franck à gauche, et puis Olivier Kemen à droite. Et puis... Tout de suite, on se serait rendu compte que le Cameroun allait jouer avec 8 joueurs dans sa moitié du terrain pour arriver souvent devant en infériorité numérique et ne pas pouvoir imposer du déséquilibre, parce que pour faire un déséquilibre, il faut soit être en supériorité sur le plan numérique ou alors être capable d'éliminer un ou deux joueurs ou être extraordinaire dans une passe qui casserait les lignes. D'accord. Nous nous acheminons tout doucement vers la partie. On lui permet de finir avec le milieu de terrain. Oui, et puis, pour le milieu de terrain. On va rajouter quelque chose. Il y a Thiam qui fait la bataille quand même entre les deux, mais toujours est-il qu'ils sont au moins d'accord jusqu'ici, que le milieu il est intéressant et qu'on peut être porté vers l'avant dans cette rencontre. Oui, le milieu il est intéressant, surtout si l'animation y est par la suite et que les joueurs ne se marchent pas dessus. Maintenant, le dispositif, comme le coach l'a dit, Zambo Anguissa est dans sa meilleure position. C'est-à-dire que c'est justement à ce niveau qu'il évolue à Naples. Donc on peut être assuré pour ce soir. Oui, ça permet à ce qu'il puisse faire des allers-retours et puisse s'occuper plus à un certain moment des tâches offensives et ne soit pas obligé de défendre, parce qu'il a quand même Olivier Kemen qui est en fait chargé de sa position l'indique d'ailleurs. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas le coach, mais si vous me demandiez à la place de Thiam, j'aurais mis par exemple Neyou, parce que s'il faille partir dans un milieu de terrain box-to-box, et je pense que le coach l'a dit, Olivier Thiam n'a pas cette capacité à vous rejoignez plus sur le coup. Oui, à multiplier les efforts, mais techniquement, il est à point. Donc, si on a un Olivier Thiam qui est au meilleur de sa forme, il peut apporter beaucoup au secteur offensif. Il est possible que le premier remplacement au milieu du terrain soit effectivement Olivier Thiam à la place parce qu'en début de match, lorsqu'on veut être
une équipe qui va se projeter vers l'avant, on donne d'abord beaucoup plus d'avantages à ceux qui sont offensivement bien. C'est clair. C'est pour ça que je pense qu'ils ont d'abord misé sur Olivier Ncham, en dehors de le jeune Neyou qui est également un garçon qui peut beaucoup apporter au niveau de l'activité. Oui, qui justement au niveau du box-to-box, c'est quelqu'un qui a une activité un peu comme Olivier Kemen. C'est-à-dire qui peut multiplier les efforts, qui peut attaquer et qui peut défendre avec la même énergie. Par contre, lorsque vous avez Olivier Ncham, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que quand même au niveau du milieu de terrain, et surtout si on a justement, parce que c'est aussi le rôle de ces milieux de terrain, lorsqu'on est à la perte de balle, c'est justement Olivier Ncham et Zambouanguissa qui doivent bloquer les côtés pour ne pas permettre pour éviter les offensives des... Achever avec l'attaque une fois pour qu'on puisse prendre la ligne. Oui, l'attaque, je peux avoir un problème. J'espère que le dispositif de Rigobert Song, qui est, voilà, avec Carlo Toko et Kambi, un point de fixation. J'espère que ce n'est qu'un dispositif qui a été mis sur pied et qui sera modulable pendant c'est clair que ça sera modulable. Parce que justement... On a tendance à être souvent en 10 pour donner Koudou, si Koudou est dans sa position préférentielle, Carlo Toko et Kambi devrait logiquement se retrouver à droite et Franck Magri, qui lui est un point fixateur, un point fixateur, se retrouverait donc au centre de l'attaque des Lions Indomptables. C'est exactement ça. Ça peut être technique pour tromper l'adversaire. J'espère justement que ce sera le cas, parce que vous savez que Kevin Koudou, qui joue justement à gauche, c'est le poste de Carlo Toko et Kambi. Justement. Donc, au niveau de l'animation, j'espère que les trois vont s'entendre pour se passer, se retrouver. Ce qui est intéressant, Rosalie, c'est que lorsqu'on est en situation d'attaque, je vous ai dit tout à l'heure que je croyais voir tout le monde en larmes parce que Dali Yongo avait marqué l'autre jour alors que c'est pas lui qui est appelé à aller. Mais je crois que l'avantage là, c'est que ces trois joueurs ont l'obligation d'être dans cette zone de déséquilibre et de finition. Donc ils sont prédisposés à être en situation de marquer des buts ou de faire des passes de but. Qu'ils soient à gauche ou à droite, le plus important c'est qu'ils soient dans cette zone-là, voyez-vous, parce que c'est dans cette zone qu'ils doivent se trouver. Qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à droite, c'est vrai que ça a échappé à beaucoup de personnes. Karl a d'abord souvent été un attaquant de fixation, mais ça fait très longtemps qu'il s'est excentré, il peut manquer quelques repères, mais le plus important c'est de les avoir régulièrement dans cette zone, et je crois que c'est pas par hasard, c'est sûr qu'ils ont mis ces animations en situation d'entraînement, et ils se sont rendus compte que il y a eu des suffisances, et ils ont décidé comme ça. En même temps, vous semblez le dire, vous êtes bantou, ça peut être une façon de masquer, mais sur le terrain, ça va être autre chose. Et c'est vrai, ça, le classement là, lui, il est, comment on dit, statique. Le classement là, il est statique, mais dans le jeu, il peut se trouver que Karl Toko et Kambi se retrouvent à droite et que Magri se retrouve en fixation ou que ce soit le jeune Koudou. Mais le plus important, c'est que les trois là jouent leur rôle. Se retrouvent là où ils peuvent faire la passe de but, là ils peuvent marquer un but. Et moi j'espère pour chuter rapidement, j'espère qu'on n'aura pas un Carlo Toko et Kambi très égoïste au cours de cette rencontre. Bon, on va pas lui faire un procès d'intention. Justement, ça se passe. On ne fait pas un procès d'intention. On ne fait pas un procès d'intention. Le moment, c'est de s'interroger. Est-ce que c'est des joueurs qui devaient être là? Ça, ce serait la bonne question. Non, il mérite d'être là. Voilà. Le cas Carlo Toko et Kambi. En réalité, si vous me demandez mon avis, il ne devrait même pas être titulaire. On ne fait pas le procès. On va terminer, Thomas Datin. Nous sommes à quelques minutes de la rencontre. Nous sommes à moins peut-être une quinzaine de minutes de la une dizaine, l'attaque. Alors aujourd'hui, nous sommes au niveau du compartiment offensif. C'est un compartiment qui nous intéresse bien puisque les Camerounais aiment bien jubiler. Nous sommes donc à quelques minutes seulement du lancement de cette rencontre. Est-ce que vous êtes convaincu de la sélection du coach jusqu'ici? Moi, j'avais dit quelque part sur un plateau que nous serons surpris de 11 entrants que Rigaud devait aligner aujourd'hui. Et ça s'est manifesté. Et moi, je dis, comme Patrick Bala le dit, et moi, je suis entraîneur de football. Moi, je ne parle pas ici en tant que partisan ou quoi que ce soit.
moi je dis qu'il faut éviter des égoïsmes, parce que le football c'est le sport collectif. Quand il y a passe de but, tu dois donner à ton partenaire. Alors, si sur un stade de football, tu penses que c'est toi qui es le seul habilité à marquer le but, c'est que tu as tout faussé. Donc il peut y avoir des individualités dans le jeu, mais c'est le collectif qui compte. C'est le collectif qui compte. Et moi je pense que, je ne doute pas, moi j'ai confiance, parce que Son a régulièrement fait avec tous ses enfants, sauf Kale Toko Ekambi. Parce que n'oublions pas aussi que il a eu des soucis de santé dernièrement dans son club, et qu'il venait de retrouver le chemin de but, Patrick Bala. Donc moi je dis, si moi comme Bala l'a dit, j'aurais mis quelqu'un d'autre avant-centre. Et peut-être que Toko commença ce match à la deuxième mi-temps. Parce que c'était un match à haut risque. Il faut gagner. Et moi, je sais que Toko n'est plus notre Toko que... Oui, nous avons vu depuis le début. C'est vrai le dire. On dirait aussi que... Non, je peux pas te Quand je dis match, attends, non, je peux pas. Pour l'entraîneur, j'ai ma question. Permettez-la de citer. Je suis en disant que... qui met un joueur sur le terrain, ça veut dire que toi-même tu peux mettre un joueur qui ne... Non, c'est pour dire que nous on a Si toi tu es un entraîneur, tu mets un joueur parce que tu sais qu'il peut te faire la différence. Accepte que Rigo ait choisi ses joueurs parce qu'ils sont... Mais je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Ça fait partie de notre programme. Nous allons prendre certainement les pronostics des Camerounais qui ont... Par rappel, je voudrais faire un message, on rappelle aux téléspectateurs que dès à présent, jusqu'à la mi-temps, on préfère le dire ainsi, vous avez le droit de pronostiquer sur cette rencontre. On viendra prendre votre fin de mot, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de pronostiquer, bien sûr, les codes d'accès sont affichés au bas du petit écran, même si moi-même j'ai du mal à les lire. Je rappelle quand même, celui que je maîtrise, c'est le 6,99, 13, 50, 75. Il y a le 6,74, 38, 92, 98. Quel est le vôtre? Voilà. Vous pouvez donc pronostiquer, je dis bien jusqu'à la mi-temps. Passé la mi-temps, on prendra plus de pronostics et on va regarder le timing. Ceux qui vont attendre la fin du match pour pronostiquer, ça ne passera pas. Donc, vous avez le droit dès à présent de nous dire qui va gagner cette rencontre. Cameroun, Guinée, Conakry. Vous nous dites le score. Bon, on ne va pas aller jusqu'à demander le buteur. Non, alors allons d'abord prendre les pronostics des Camerounais. Il y en a qui sont en ligne. Oui, il y a certains qui sont. Nous allons prendre donc ces pronostics avec le concours de la régie. Chaque fois que mon pays sort dans une compétition comme celle-ci, je souhaite le meilleur pour nous. Donc, en réalité, je souhaite que le Cameroun ait le dessus sur notre adversaire de moins 2-0. En tant que bon Camerounais, je crois que nous attendons certainement le match Cameroun contre la Guinée. Et bien évidemment, pour cet entame, nous pensons que les Lions indomptables doivent gagner la Guinée 2-0. Ça, c'est ce que nous espérons. Et nous souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de fight spirit à cette équipe-là. Voilà, vous l'avez compris, ça c'est des pronostics particuliers qui sont quand même pris en compte, même si je me demande comment je vais donner le crédit de communication à certaines personnes là qui devraient en fait m'en donner. Non, ça va aller. Non, c'est parler quelques personnes qui ont quand même réagi pendant cette émission. Rassurez-vous, on gère le timing. Lemdio serait-il Marseillais dans sa tenue? Je salue l'illustre panel tout en souhaitant bonne chance aux Lions. Cette CAN nous démontre que les ténors, à l'exception du Sénégal, auront à faire face à des poussées aux dents extrêmement longues, comme pour dire le foot ne saurait être une science exacte. Regardez le Nigeria, l'Égypte et le Ghana qui ont brouté la pelouse du fait du complexe de supériorité. Malheureusement, la suite nous parle dans une préparation, organisation et un professionnalisme de pointe. Arrêtons de nous focaliser sur les performances des joueurs en Occident, où le système là-bas est différent de celui en équipe nationale. Cette équipe, dans un management opaque et pas de positionnement entre les différentes lignes, me laisse perplexe. J'attends voir l'issue finale de ce match pour mieux le décrypter et penser une suite, et je souhaite favorable. Vraiment, des âges de renaissance qui finissent par nous rattraper au vu de l'intensité du travail là.
C'est ma soeur Thomas. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Non, jamais. Donc, il faut dire que nous nous acheminons tout doucement vers cette rencontre. Certainement, vous avez d'autres réactions. Bonsoir tout le panel. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est la victoire des Lions. Le reste, on va analyser et décrypter après ce match. Cameroun 3, Guinée-Conakry 1. C'est Pancras depuis Guider. Ça rentre, hein. Je crois que dès qu'ils ont entendu qu'il faut parier, c'est en vitesse. Il y en a qui me demandent si on va prendre le relais du match tout à l'heure. Non, on va se retrouver pour le plateau de débriefing à la fin de cette rencontre. Voilà, merci à Vincent Atiba depuis le quartier Van qui dit que la victoire des Lions. Nous, on veut des pronostics. Score 0 but partout. Voilà, c'est Denis qui a pronostiqué depuis Douala. Bonsoir à vous sur le plateau, Jean depuis Yaoundé. Je souhaite bonne chance aux Lions. Mon pronostic est 2 buts à 0 en faveur des Lions. Ils sont très nombreux déjà à avoir lancé. Cameroun 2, Guinée 1. Vous n'avez pas mis votre nom. Je préfère déjà vous dire. Ceux-là, je ne prendrai pas en compte. Bon pronostic, bonsoir. Cameroun 2, Guinée 0. Ils sont gentils, hein. On va peut-être prendre aussi les pronostics sur le plateau avant de se quitter. Oui, certainement. On va commencer par le coach Mangué. Casimir, je note, hein, oui. Parce qu'il y a des crédits de communication. Il faut bien. Alors, je crois que c'est une épreuve où je n'ai toujours jamais osé. Patrick en sait quelque chose. Non, vous avez osé. Je sais simplement que le Cameroun est un pays de victoire. Je refuse, coach. Pour moi, vous allez pronostiquer. Vous allez courir le risque. Je vais faire plaisir merci. À Rosalie. Le Cameroun va gagner sur le score de 2 buts contre 1. Voilà, 2-1. Patrick. Ben écoutez, moi je suis partant pour 2 buts à 0. 2 buts à 0. Lemjo. Bon, tout à l'heure, il n'avait pas chuté, mais c'est pas si. Une seconde. Alors, moi, je disais que le système d'organisation du jeu de son est basé sur l'offensive, juste pour que nos joueurs puissent récupérer le ballon plus haut et avec un bloc équipe placé aussi au niveau médian. Mais j'ai dit, il faut faire attention à certaines individualités. C'est tout. Je peux craindre 2 personnes, mais je ne donne pas leur nom. Mais j'ai dit que si les gars se déploient comme moi je pense, parce que je connais, j'ai déjà vu les forces de ces gars, ils peuvent gagner par 2-1. Voilà, l'Endio 2-1. Voilà. Allons-y. On prend quand même ton pronostic aussi. Moi, je ne peux pas pronostiquer. Vous savez pourquoi? Moi, je ne peux pas pronostiquer. Thomas, c'est la fausse. Et la peur, parce que depuis le début de la CAN, les favoris sont en train de tomber. Attendez, il se passe une chose. On ne peut pas être juge en même temps. On ne peut pas être juge et parti. 2-0. Jean-Martin. 2-1. Voilà. Si ça tombe, tout le monde a son crédit. Hein. Le crédit de 500 000. Alors, Rosalie, on peut dire que nous sommes arrivés au terme de cette première partie de notre programme. Nous allons donc donner rendez-vous à nos téléspectateurs juste après la rencontre qui va mettre dans une poignée de secondes seulement le Cameroun et la Guinée-Conakry. Nous serons donc du côté du stade Charles Konan Banni, donc du côté de Yamoussoukro bel et bien. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse le soin de continuer avec Rosalie. Ah non, on est ensemble. Alors, on se dit à tout à l'heure, dans les coups de 19h45, à la fin de cette rencontre, Cameroun-Guinée-Conakry, c'est net à partir de 18h, en direct du stade Charles Konan Banni, du côté de Yamoussoukro, bien entendu. Info Télévision au cœur de l'événement. À tout à l'heure, et surtout bonne chance aux Lions.